Avertissement. Le contenu de cette vidéo est à titre informatif seulement et n'est pas un substitut à l'avis d'un professionnel du droit. Il ne s'agit en aucun cas de conseil juridique. Si vous êtes en situation de garde, consultez un avocat ou tout autre professionnel du droit accrédité pour recevoir de l'avis juridique. La droite Chaudière-Appalaches se dégage de toute responsabilité émanant du non-respect de cette mise en garde. Précédemment, on a fait mention que la dangerosité, c'était le motif d'application de la loi. Même si celui-ci n'est pas déterminé dans la loi, il n'y en demeure pas moins que c'est la seule raison pour laquelle une hospitalisation involontaire en psychiatrie devrait être mise en application. Autrement dit, qu'on devrait mettre en place le processus de mise sous garde en établissement. Donc, ça commence par quoi? Une intervention qui peut mener à une P38. Tout d'abord, comme on l'a mentionné, il peut y avoir une intervention d'un service d'aide en situation de crise, précédemment à l'arrivée soit de policiers, d'ambulanciers chez la personne pour l'amener dans un centre hospitalier. Donc, ce qui est important de mentionner, c'est que quand la personne est amenée par les policiers à un centre hospitalier, elle n'est pas en état d'arrestation. Le policier doit l'informer de l'endroit où il l'amène. Donc, à l'arrivée du policier à l'hôpital, donc la personne est prise en charge par l'hôpital. Donc, elle est à l'urgence psychiatrique ou encore elle est amenée directement sur l'étage du département de psychiatrie, dépendant du fonctionnement de chaque département. Donc, la personne doit être vue par un médecin ou maintenant une infirmière praticienne spécialisée qu'on appelle les IPS, qui peuvent déterminer si la personne peut être mise en garde préventive. La garde préventive, c'est lorsque la personne est considérée par le praticien, soit le médecin ou l'infirmière praticienne, dangereuse ou à tout le moins qui veut garder la personne à l'hôpital, qu'elle n'accepte pas soit d'être vue pour un examen psychiatrique ou encore que la personne n'accepte pas de demeurer à l'hôpital. Donc, et puis que si la personne en est qu'à quitter l'hôpital, ben, le professionnel de la santé estime que cette personne-là représente un danger, soit pour elle-même ou pour les autres ou les deux. Donc, à partir du moment où il y a une garde préventive, cette garde-là, elle est d'une durée de 72 heures maximum. Donc, si par exemple, au fin de la capsule vidéo, j'ai été mis sous garde préventive le lundi à 9h, à ce moment-là, 9h AM, donc à ce moment-là, ça se termine 3 jours plus tard, donc le jeudi à 9h AM. Donc, pendant cette période-là, si je refuse de subir un examen, l'établissement doit faire une demande à la Cour du Québec pour une ordonnance de garde provisoire dans le but de me faire subir un examen psychiatrique pour déterminer si je suis dangereux pour moi-même ou pour les autres. Donc, l'étape 2, c'est la garde provisoire. Donc, lorsque cette demande-là de l'établissement est accordée, parce qu'en général, ils le sont, sauf exception. Donc, il doit y avoir, le niveau de preuve est moins contraignant pour l'établissement de santé à présenter devant la Cour que pour la garde autorisée, on y reviendra. Mais quand même, donc, lorsque cette demande-là est autorisée, l'établissement a reçu une ordonnance de garde provisoire qui lui permet de faire un examen à la personne, de faire un examen pour évaluer sa dangerosité. Donc, il doit y en avoir 2 examens, en fait, qui sont faits par 2 psychiatres différents. Donc, il y a des délais qui sont de rigueur. Le premier examen doit être fait dans les 48 heures après le début de la garde provisoire. Donc, la personne, elle n'est pas là pour une durée déterminée, elle est là pour évaluer si, en garde provisoire, si elle est dangereuse pour elle-même ou pour les autres. Donc, le premier examen doit être fait par un psychiatre ou un médecin traitant dans les endroits où il n'y a pas de psychiatre. Et le deuxième examen doit être fait par un psychiatre différent dans les 24 heures à la suite du premier examen. Donc, tout ça se déroule rapidement. Si les 2 rapports concluent que la personne est dangereuse pour elle-même, pour les autres ou les deux, à ce moment-là, il y a l'envoi d'une demande à la Cour par l'établissement de santé pour
une garde en établissement, une garde autorisée. Donc, selon la durée pour laquelle l'établissement fait une demande de garde autorisée, ça peut être 7, 14, 21, 30, 60, 90 jours, même plus, selon l'évaluation que le médecin va faire de la situation de la personne. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'il y a des processus de réévaluation, notamment là, après 21 jours, puis ensuite à tous les 3 mois, qui sont inclus dans la loi. Donc, on revient maintenant à la garde provisoire. La garde provisoire, elle se termine lorsqu'il y a soit une garde autorisée ou encore soit lorsque la personne est libérée. Donc, comment est-ce qu'on passe de la garde provisoire à la garde autorisée? Donc, la personne se fait signifier par l'huissier. Elle doit être signifiée dans les 48 heures, excusez-moi, avant l'audience, donc avant l'audience à la Cour du Québec, dans le but d'établir s'il y a une garde autorisée, parce que comme on l'a mentionné précédemment, au niveau de la garde provisoire, il doit y avoir une demande par la suite de l'établissement si les 2 rapports concluent que la personne est dangereuse pour une garde en établissement, une garde autorisée. Donc, si cette requête-là, cette demande-là, doit être signifiée par huissier. Donc, la personne reçoit la visite d'un huissier sur le département de psychiatrie. Par la suite, donc, la personne est avisée de la date, du lieu de l'audience. Puis, de façon générale, en fait, sauf exception, cette audience se déroule en personne au palais de justice. C'est important. Pourquoi ça se déroule au palais de justice? Parce que, a priori, il est question des droits fondamentaux des personnes. C'est important aussi pour le processus, que le processus judiciaire soit neutre, qui permette aux personnes d'être entendues devant un juge. Ce processus, ça se passe devant un juge, comme on l'a mentionné. Donc, le juge va entendre la personne. Celle-ci peut être représentée par avocat. De façon générale, si la personne est admissible à l'aide juridique, il va y avoir un avocat d'aide juridique ou un avocat qui prend des mandats d'aide juridique qui peut accompagner la personne. Donc, c'est important à ce moment-là pour les personnes, lorsqu'ils font l'objet d'une demande, de faire les démarches auprès de leur groupe de défense de droit. Donc, il y a une série de documents qui est prescrit qui doit être à l'intérieur de la requête de la demande de l'établissement. Donc, j'en ferai pas la liste, là, mais juste pour vous préciser au niveau du processus, ça doit se passer au palais de justice, une audience devant un juge de la Cour du Québec, chambre civile, parce que le processus de garde en établissement, c'est un processus en droit civil. Donc, c'est pas une accusation criminelle, mais qui dit droit civil dit un autre régime de preuve. On reviendra sur cette question-là, parce que c'est très, très différent le droit civil, le droit criminel au niveau de l'évaluation de la preuve. Donc, la P38, maintenant, ça se passe, c'est ça. Donc, il y a une audience à la Cour pour établir si une personne la dangerosité de la personne, si elle doit être gardée à l'hôpital ou si elle doit être libérée à ce moment-là. Donc, comment ça se passe l'audience? Il y a tout d'abord présentation de la preuve de l'hôpital par l'avocate du CIS ou de l'établissement de santé. Donc, a priori, là, il y a la présentation. La preuve est constituée principalement des 2 rapports, psychiatriques qui déterminent si la personne est dangereuse pour elle-même ou pour les autres. Donc, par la suite, la personne peut se faire entendre et puis le juge prend une décision. En général, c'est sur le banc où il délibère pendant quelques instants. Et puis voilà. Donc, la décision est déterminée. Donc, si la personne est libérée, à ce moment-là, elle va pouvoir quitter l'hôpital. Et puis sinon, la personne va être gardée pour la durée qui est prescrite dans la décision du juge de la Cour du Québec. Donc, on va revenir plus avant sur les différents recours qu'on a, notamment au tribunal administratif. Mais je voudrais juste, en terminant, faire la différence justement entre le régime de droit de preuve plutôt en matière civile versus en droit criminel, parce qu'en droit criminel, c'est
preuve qui est hors de tout doute raisonnable, tandis qu'en droit civil, c'est la prépondérance des preuves. La prépondérance, c'est quoi? C'est, si on veut, 50% plus 1, que ça penche d'un côté ou de l'autre. Donc, le juge doit déterminer si la preuve est plus concluante d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est des règles complexes un peu à expliquer quand même, qui sont déterminées par les lois et les pratiques en vigueur, tout ça, mais a priori, c'est un régime de preuve qui est différent en matière de droit, du droit civil que du droit criminel.